invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour accueillir la directrice générale et Monsieur le Président de la République du Bénin. Please stand up to welcome Madame Director General and the President of the Republic of Benin. Monsieur le sous-directeur général pour la culture, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue. Soyez tous les bienvenus à l'UNESCO, votre maison. Nous allons initier cette conférence internationale « Circulation des biens culturels et patrimoine en partage, quelle nouvelle perspective ?» Et pour cela, nous invitons notre directrice générale, Madame Audrey Azoulay, à nous partager sa vision sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Merci beaucoup. Excellences, Monsieur le Président de la République du Bénin, Mesdames les ministres, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les délégués permanents, chers amis, permettez-moi de vous souhaiter à mon tour la bienvenue à l'UNESCO, maison du dialogue, maison de la paix, maison du bien commun. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est au cœur de bien des passions, parce qu'il emporte avec lui des questions d'identité, de mémoire, de souveraineté, des questions qui ne sont pas seulement des questions juridiques, mais aussi diplomatiques, politiques, philosophiques, éthiques. C'est un sujet d'une brûlante actualité, mais qui suscite des discussions depuis des siècles. Une figure clé de ce débat a été l'architecte et archéologue Quatremer de Quincy, qui s'élevait à la fin du XVIIIe siècle contre l'enlèvement par les Français des œuvres d'art à Rome et préfigurait dans ses écrits cette idée que le démembrement de sites et le déplacement massif de trésors culturels de leur pays d'origine était une perte en réalité pour l'humanité tout entière. Alors suivre la trace de ces œuvres confisquées, c'est suivre l'histoire violente du monde, c'est suivre souvent à travers les œuvres les traces des vainqueurs, comme le montre le philosophe allemand Karl Heinrich Heidenreich, à la même époque que Quatremer de Quincy, comme si le vainqueur confisquait les œuvres pour qu'il soit plus difficile au vaincu de construire son avenir. Cette histoire de la dépossession est une histoire universelle, mais qui trouve à chaque fois des applications singulières, et nous aurons l'occasion d'évoquer dans cette journée celle de l'Afrique. Mais il y a bien une permanence de cette question à travers les siècles, et c'est pour ça qu'il y a 40 ans, un de mes illustres prédécesseurs, M. Matar Mbo, citait le nom de Polybe, le grand historien grec de l'Antiquité, qui déplorait la conduite des Romains, et les mots de Polybe, je veux vous les citer. Il déplorait que les conquérants à venir, il souhaitait que les conquérants à venir apprennent par ces réflexions à ne pas dépouiller les villes qu'ils soumettent et à ne pas faire des calamités d'autrui l'ornement de leur patrie. À travers les siècles, la question demeure, mais les termes changent. Cette diversité des termes renvoie à la diversité des temps et des lieux. Dépouillement, déplacement, confiscation, translocation forcée, mais aussi retour, récupération, restitution, reconstitution, rapatriement, coopération, partage. Dans ce débat, l'UNESCO a toujours joué un rôle actif, notamment depuis les années 70, avec la Convention de 70 sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels. Les résolutions aussi prises à partir des années 70 à l'Assemblée générale des Nations unies et à l'UNESCO à travers les travaux du Comité intergouvernemental pour la promotion du retour des biens culturels ou leur restitution, créé en 1978 et qui vient de tenir ses travaux ces jours-ci, ses travaux annuels. C'est avec le dessein de multiplier les opportunités d'échange, d'ouvrir de nouveaux espaces de dialogue et en plein accord avec notre mandat de veille intellectuelle que nous avons souhaité tenir cette conférence en dépassant les seules questions juridiques. Parce que les débats évoluent, les perceptions éthiques changent et il y a une histoire à écrire de nouveau, une histoire qui est devant nous. Je voudrais aussi citer dans cette maison et à ce moment le nom d'un grand ami de l'UNESCO, Joseph Kizerbo, historien burkinabé qui a travaillé sur cette relation justement entre les arts et la politique et dont les travaux nous sont précieux encore aujourd'hui, notamment à travers son histoire générale de l'Afrique. Mais la prise de conscience, ce n'est pas qu'une affaire d'experts, ce n'est pas qu'une affaire de gens du patrimoine, c'est très présent aussi dans l'esprit de la jeunesse d'aujourd'hui et c'est perceptible jusque dans les grands succès populaires des films. Je voudrais citer le film Black Panther, qui a eu un grand succès de Ryan Coogler, et dont l'une des scènes d'ouverture pose de façon tranchante cette question dans un musée peu identifié, un musée britannique. Ladies and gentlemen, from Polybius to Black Panther, the question continues to haunt us. Conquest and spoliation seem to be an anthropological constant, but important voice call for a paradigm shift, for the invention of new forms of legal configuration, for the development of flexible models catering to the immense variety of situations, for comprehensive cooperations at all levels, not only concerning circulation of works or the property rights over them, but also involving scientific research, occupation and technical skills in the fields of conservation and promotion of heritage, for the creation of permanent national inventories, for a dialogue between the artists, the contemporary artists, and the wonders of the past, and for a more open debate on the destination of the restored works beyond the only classical model of museums. There is certainly no single position to be adopted, but there is a tendency to open up to what philosophers of international law call reconstructive ethics. We want to have this debate in this house because it's the very spirit of this house where the voice of each state is equal to every other. We are talking about not only the past, but how to build a common future through cooperation. And I would like to thank all the participants of this conference, the many ministers in attendance from Germany, Benin, Burkina Faso, France, Gabon, Jordan, Lebanon, Mali, Peru, Senegal, and I apologize if I've forgotten some, for the experts, the curators, the museum professionals, and the universities. And of course, my very warm thanks go to the President of the Republic of Benin, Monsieur Patrice Talon, who has come especially for the occasion. Let us welcome him. Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et délégués permanents, Mesdames et Messieurs, mon pays, le Bénin, se réjouit de la tenue de cette conférence dont le terme, depuis peu, est au cœur de son programme de développement culturel et touristique. Depuis 2 ans, en effet, le Bénin s'est engagé dans un important programme de développement du secteur de la culture et du tourisme pour augmenter son potentiel d'attractivité, d'investissement dans un secteur réputé porteur de développement socio-économique.
Au-delà des questions d'ordre politique, historique, sociologique ou philosophique, la restitution, le partage et la circulation des biens culturels sont désormais pour le Bénin un moyen de lutte contre la pauvreté, un facteur de création d'emplois et de richesses, un outil de développement socio-économique. Toutes choses qui relèvent de l'aide au développement, de la coopération. C'est dans cette dynamique que le Bénin a entrepris de construire 3 musées dotés des moyens les plus modernes de conservation et d'exposition pour révéler au monde, dans un esprit nouveau, sa contribution et son rôle dans l'évolution de l'humanité. Ce faisant, le Bénin compte avec la circulation de ses biens culturels, réhabiliter et offrir au monde l'épopée de ses rois, de ses Amazones, les vestiges du plus grand port de l'histoire de l'esclavage, ainsi que la richesse des arts et des cultures de son patrimoine vaudou. Une telle ambition, comme on peut l'imaginer, exige de la volonté des actions fortes au plan de la coopération internationale. C'est dans cet esprit que le gouvernement du Bénin a formellement saisi, le 26 août 2016, les autorités françaises d'une demande de restitution de ces biens culturels patrimoniaux détenus dans les musées français. Ces biens uniques et exceptionnels, dont l'histoire a du mal à être comptée avec aisance dans leur milieu actuel de rétention, n'attendent qu'à être retournés dans leur environnement naturel en vue de leur renaissance. Mesdames et messieurs, vous convenez avec moi que ces biens ont une âme et que, revenus sur leur terre de création, exposés parmi les leurs, là où tout est en cohérence avec leur essence et où leur histoire révèle davantage leur grandeur que leur asservissement. Que ces témoins exceptionnels de notre histoire vivront enfin le rayonnement que vivent leurs semblables des autres contrées de ce même monde. Vous convenez enfin avec moi, mesdames et messieurs, que les biens culturels ont une composante majeure de l'identité des peuples dont ils incarnent l'histoire. De ce fait, ils doivent rester la propriété de ces peuples tout en continuant d'être accessibles à toute personne en quête de découverte et de savoir. C'est pourquoi la question de la circulation des biens culturels et du patrimoine partagé est indissociable de celle de leur histoire originelle et surtout de la reconnaissance des dépositaires, des vrais dépositaires de cette histoire. Mesdames et messieurs, bien que les uns et les autres aient évolué dans l'approche réparatrice de cette question, il n'est pas superflu de rappeler à notre attention le consensus que traduit la résolution 3187 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui stipule que la restitution constitue une juste réparation du préjudice historique. Dans ce même esprit, je m'en voudrais de ne pas rappeler l'appel du directeur général de l'UNESCO il y a déjà 40 ans en faveur du retour des biens culturels à ceux qui les ont créés. Pour sa part, le Bénin reste convaincu d'une chose. Quelles que soient les circonstances historiques de délocalisation des biens, la coopération et le partenariat restent le moyen le plus efficace pour leur renaissance et leur rayonnement durable au profit de tous. Mesdames et messieurs,
la restitution et la circulation des biens culturels et patrimoine partagés est une cause que devra servir la coopération internationale. Pour nous, les pays en quête de développement, c'est aussi un moyen franc, sincère et efficace d'aide au développement. Le retour des biens culturels dans les pays qui les ont créés, qui leur ont donné naissance, dans les pays en voie de développement, serait un geste de bonne volonté, mais au-delà de cela, un geste de développement partagé, de prospérité partagée, que les grandes nations, qui n'ont pas grand-chose à perdre, que d'acquérir de la grandeur, que d'accompagner ce mouvement qui semble naître, celui de permettre à ces biens, qui ont une valeur historique, mais au-delà, ont une valeur économique, parce que objet de tourisme potentiel, serait pour ces grands pays, pour ces pays développés, un acte, un geste de coopération efficace. Et c'est pour cela, Madame la Directrice, que l'UNESCO, dans son rôle, a raison, a l'obligation d'œuvrer à faire prospérer cette vision que le président Macron a exprimée à Ouagadougou et qui, si elle est sincère, relance le débat sous un nouveau jour. Je ne doute pas que les éminents spécialistes, décideurs intellectuels du monde entier ici réunis trouveront l'inspiration nécessaire à la bonne formulation des recommandations et approches qui permettront de relever un défi désormais à notre portée, celui de la renaissance de certains biens culturels. Il en va de la vocation universelle du patrimoine culturel qui, nous le reconnaissons tous, constitue un élément essentiel de la construction des nations. Il en va de sa préservation et de sa circulation entre les sociétés, tout en reconnaissant l'exigence de propriété. Mesdames et messieurs, il en va enfin du dialogue approfondi entre les États, tant ces biens culturels sont porteurs d'identité, de diversité, d'enrichissement mutuel, facteurs de bien-être partagé, de cohésion et de paix. Je voudrais de cette tribune souhaiter que l'année dans laquelle nous sommes, Madame la Directrice Générale 2018, soit celui d'un nouveau départ pour ce dialogue entre les peuples, entre les nations, entre les États, entre les juristes, afin que la restitution des biens, le retour des biens sur leur terre de naissance, de création, honore le monde. Je souhaite plein succès à vos échanges. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre intervention riche en informations et en inspiration aussi. C'est véritablement dans cette perspective de dialogue et d'échange que s'inscrit notre conférence. J'invite maintenant Madame Bénédicte Savoie à intervenir pour nous introduire le propos à la conférence. De par sa vaste expérience en tant qu'historienne de l'art et praticienne de renommée mondiale dans le domaine du patrimoine culturel et politique, Madame Savoie est la personne idéale pour nous apporter ses lumières sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Professeur Savoie, nous vous écoutons. Je vous en prie. Madame la Directrice Générale
de l'UNESCO, Monsieur le Président du Bénin, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, chers amis. Je suis très honorée de prononcer à présent un texte qui doit ouvrir cette conférence devant tant d'experts et j'ai l'espoir secret de ne pas vous ennuyer. Mon introduction s'intitule « Retour vers le futur » et vous allez voir pourquoi elle porte ce titre. Comme Audrey Azoulay l'a déjà dit, le sujet qui nous occupe n'est pas un sujet d'experts. Il l'a été pendant longtemps, un sujet de personnes de musée, d'intellectuels, d'universitaires. Il est devenu un sujet de la pop culture. Vous évoquiez Black Panther, on peut évoquer Jackie Chan. All those years ago, because of war, my ancestors brought back things that did not belong to them. And every time I look at that bronze, it shouldn't belong to one or two individuals. Et depuis la parution formidable de ce film d'action en 2012, il ne passe pas un an sans qu'en dehors de l'Europe, de grandes compagnies cinématographiques de production consacrent une très grande production qui remporte un très grand succès populaire, souvent hors d'Europe, à ces questions. En témoigne par exemple aussi Promaros, un film de 2014 consacré aux frises du Parthénon. So, is it good? I think we have something. With these 3 documents, we can prove the Parthenon marbles were stolen and illegally traded artifacts, and currently remain as falsely possessed property within the British Museum. La même année 2014, le film Invasion 1897, un film nigérian du cinéma de Nollywood. Let go! It belongs to me! Let go! The artwork is mine. It belongs to my people. Benin in 1897. Ou encore Black Panther, que nous avons évoqué à l'instant avec cette grande scène de 4 minutes, remarquable sur laquelle on pourrait parler des heures, cette scène de musée, dans un musée britannique. Good morning. How can I help you? I was just checking out these artifacts. They tell me you're the expert. You could say that. They're beautiful. Where's this one from? The Bobo Ashanti tribe, present-day Ghana, 19th century. For real? And what about this one? That one's from the Edo people of Benin, 16th century. Now, tell me about this one. Also from Benin, 7th century, Fula tribe, I believe. Nah. I beg your pardon. It was taken by British soldiers in Benin, but it's from Wakanda, and it's made out of vibranium. Don't trip. I'm gonna take it off your hands for you. These items aren't for sale. Avec cette grande scène où, pour la première fois, un représentant de la diaspora africaine ose dire à la conservatrice de ce musée, qui est très chic et très experte, qu'elle se trompe. Elle n'en revient pas. I beg your pardon. Elle ne comprend pas qu'on puisse la contredire. On pourrait évoquer encore, venant du Mexique, le film présenté à la Berlinale de cette année, Museo, où il est aussi question de nos affaires. Tout ça pour vous montrer, pour vous dire, pour vous rappeler, vous le savez bien, que la culture populaire, les jeunes générations, l'industrie du cinéma, mais aussi l'art contemporain, le roman, la poésie se sont emparés de ce sujet et qu'ils attendent des réponses. Et que si ces réponses ne viennent pas de nous, des experts, des politiques, ils prendront eux-mêmes probablement leurs décisions. Il y a une réelle impatience maintenant d'obtenir des réponses réelles et des actions sur ce sujet. Les musées, pour tenter de répondre à cette pression populaire, à cette pression des sociétés dans le monde, ont proposé ces dernières années l'idée d'héritage partagé. Vous voyez ici une installation au Victorian Albert Museum, une installation en néon au-dessus de l'entrée qui indique « All of this belongs to you », tout cela t'appartient. À quoi répondent ceux qui considèrent que ces œuvres leur appartiennent à eux,
au lieu d'origine. This belongs to... ici, en tout cas, on est à Berlin, pardon, dans le musée de Pergame, devant la porte d'Ishtar, et un jeune homme tient un panneau et se photographie sur Twitter avec un panneau qui indique « Cette œuvre appartient à l'Irak ». C'est ce qu'on appelle, avec un euphémisme, l'héritage partagé qui peut être immémoriel. On peut partager une histoire, on peut partager des mémoires, on peut difficilement partager des objets uniques, d'où le conflit. Ces objets sont soit là, soit là. Et les partager demande une opération intellectuelle tellement abstraite, si on parle de shared heritage, que ça en devient presque une perversité. On ne peut pas partager, il ne faut pas éviter la question qui fâche, la question de la restitution. C'est pourquoi j'ai tenté d'articuler mon propos en 3 volets, qui s'intitulent d'abord « D'où tu parles ?» Vous verrez pourquoi. Deuxièmement, « Secret de famille ?» Et troisièmement, « Retour vers le futur ». D'où tu parles, d'où je parle. Cette question, Michel Foucault, on lui a beaucoup posé il y a 50 ans quand il revenait de Tunisie. Et dans une interview dans les années 70, il explique que quand il est rentré de Tunisie à l'hiver 1968-1969, je le cite, à l'université de Vincennes, il était difficile de dire quoi que ce soit sans que quelqu'un vous demande d'où tu parles. Cette question me mettait, dit Michel Foucault, le grand philosophe, le philosophe aussi des collections, des archives, du patrimoine, cette question me mettait toujours dans un grand abattement. Ça me paraissait une question policière, au fond. Sous l'apparence d'une question théorique et politique, d'où parles-tu? En fait, on posait une question d'identité. Au fond, qui es-tu? Dis-moi si tu es un idéaliste ou un matérialiste. Dis-nous si tu es prof ou militant. Et à cette question, à cette injonction de répondre d'où tu parles, je voudrais répondre. Nous sommes à Paris en juin 1978. J'ai 6 ans. Comme tous les soirs, dans les familles qui ont un téléviseur à cette époque, mes parents regardent le journal télévisé de 20 h, présenté par Roger Giquel. C'est une messe, des millions de téléspectateurs en France voient ce journal télévisé. Et mon frère et moi, comme tous les soirs, regardons ce journal télévisé qu'on peut retrouver sur les archives de l'INA. Roger Giquel commente pendant un très long moment, 13 minutes, l'initiative de votre prédécesseur, M. Mbo, qui a déjà été évoquée plusieurs fois. Il la commente en des termes, vous allez voir, qui nous montrent combien le sujet, à l'époque, à la fin des années 70, grâce à l'UNESCO, était un sujet déjà aussi populaire. On en parlait à la télévision, on en parlait le soir. Je vous demande de bien écouter cette introduction. Je vous montre simplement le début de ce long reportage. Nous sommes le 19 juin 1978, il y a 40 ans. Mais quelle distance, quel fossé entre cette information que je viens de vous donner et l'appel du directeur général de l'UNESCO, M. Mbo, pour que reviennent dans leur pays d'origine les œuvres d'art qu'ils ont perdues dans des circonstances de l'histoire qu'il vaut mieux ne pas trop décrire. Il évoque ici, bien sûr, cet appel qui a été déjà mentionné à 2 reprises et qui mérite vraiment d'être lu, relu et re-relu et appris par cœur tant il est beau, tant il est émouvant. Vous en trouvez même une capture sonore sur le site de l'UNESCO. Allez l'écouter, allez pleurer en l'écoutant. Et ce qui m'intéresse dans cette introduction de Roger Giquel, c'est ce geste. Vous avez ri. Qu'ils ont perdu dans des circonstances de l'histoire qu'il vaut mieux ne pas trop décrire. Ne pas trop décrire. Ne pas trop décrire. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant de 6 ans, quelqu'un de ma génération qui a maintenant 45 ans en 2018, d'entendre dans les années 70 que les musées sont pleins de choses dont on ne parle pas, c'est-à-dire d'entendre qu'on montre un secret mais qu'on cache le secret en même temps. Qu'est-ce que ça signifie pour les autres générations? Mes parents, mes grands-parents peut-être ont compris ces conditions qu'il ne vaut peut-être pas mieux décrire de l'histoire. Ils pensent au colonialisme probablement. Mais des enfants comme nous, on ne nous l'a pas expliqué, on ne l'a pas compris, et ça a travaillé en nous et en moi. Ça a produit le fait que je suis devenue historienne des collections, même si je ne peux évidemment pas prouver que c'est cette émission qui a lancé mon intérêt pour cela. Des années plus tard, j'avais 20 ans, je vivais pour ma part en Allemagne, donc vous voyez que je vous parle du point de vue d'une Européenne de ces années 70. Le chancelier Kohl a restitué pour la première fois à la France des œuvres spoliées à des familles juives pendant la guerre. À cette occasion, le président François Mitterrand, qui était déjà un homme âgé marqué par la maladie, a tenu un discours
une allocution où il remercie très chaleureusement le chancelier Kohl de ce retour. Il dit « Monsieur le chancelier, je continuerai dans le style que vous avez vous-même choisi, cher Helmut. » Il remercie, puis précise « Jusqu'ici, les musées, tous les musées d'Europe, je ne dirais pas d'ailleurs, ce serait une formule trop générale, ont été remplis d'œuvres acquises ou conquises dans les conditions sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'insister. » 18 ans plus tard, on n'insiste toujours pas sur ces conditions, on n'explique toujours pas au public, on n'explique toujours pas aux jeunes adultes que j'étais, en plus dans un contexte franco-allemand dans mon cas, on n'explique pas quelles sont ces conditions, mais on le dit. On dit il y a des choses bizarres derrière les musées, mais on ne vous en parle pas. Et ce qui est nouveau entre 78 et 94, c'est qu'alors qu'en 78, vous l'avez vu, l'opinion publique, le journal de 20 heures appuie le projet de restitution, soutient Mbo. Ici, dans son remerciement, le président français Mitterrand précise, après avoir bien remercié, cela dit, que de conservateurs dans nos pays, que de responsables de nos grands musées doivent ce soir éprouver une certaine inquiétude. Et si cela se généralisait, c'est-à-dire la restitution? Je ne me risque pas beaucoup en pensant que cet exemple restera très particulier et que la contagion s'arrêtera assez vite. On voit qu'entre la fin des années 78 et le milieu des années 90, l'histoire des grands secrets autour du musée est toujours présente. On ne nous en parle pas, à nous les Européens, on ne nous dit pas, on ne sait pas, et qu'en revanche, dans ces années, on bascule d'un désir de restitution à l'idée que la restitution est une contagion. Et je vous prie d'apprécier le choix du terme contagion. On parle aujourd'hui parfois de boîte de Pandore, etc. C'est la même idée, que si on commence, on n'en finira pas et qu'il vaut donc mieux ne pas commencer. Deuxième volet, donc, secret de famille. Quel est donc ce secret qu'on nous a montré tout en ne le creusant pas, à nous autres qui avons aujourd'hui 40 ans? Ce secret de famille, c'est que les grands musées européens, je vous montre ici le Louvre dans une photographie du 19e siècle, le British Museum au 19e siècle, et ici un plan de construction pour l'île des musées à Berlin, à titre d'exemple seulement, que ces grands musées universels du 19e siècle, qui se sont remplis, qui sont augmentés, qui se sont magnifiés, qui sont devenus toujours plus grands, toujours plus beaux, toujours plus riches et toujours plus intelligents, que ces musées qui sont la gloire de nos nations et qui ont servi la concurrence des nations européennes, se sont nourris ailleurs, pas chez eux, et dans des conditions dont il faut parler, et non pas, comme on nous disait, qu'il vaut mieux taire. Ces conditions dont il faut parler, on arrive très bien à les lire et à les reconstituer quand on va dans les archives de musées. Je vous montre ici un carton du Muséum d'histoire naturelle, puisque ce qui nous occupe concerne aussi les questions d'histoire naturelle, un carton au Muséum d'histoire naturelle de Berlin qui comporte des centaines de photographies sur l'expédition de Tandaguru. L'expédition de Tandaguru, c'est celle qui a permis à Berlin d'avoir le plus grand dinosaure du monde, le Brachiosaure brancaille, qui est aujourd'hui l'une des pièces maîtresses avec Nefertiti des musées de Berlin. Regardons quelques-unes de ces photographies. Elles montrent ici, et le sous-titre n'est pas lisible pour vous, mais elle porte le titre « Knochensuche durch Aufhacken des Bodens ». Ici, on voit des personnes africaines de la région de Tandaguru, dans l'actuelle Tanzanie, en train de creuser le sol pour trouver des os fossiles de dinosaures. Knochensuche, la recherche des os. Cette expédition a eu lieu dans les années avant la Première Guerre mondiale. Elle comportait 2 spécialistes allemands et 200 personnes employées, payées pour le faire en Afrique, en Tanzanie. Donc des Africains eux-mêmes qui ont creusé leur sol pour que, ensuite, vous voyez ici la colonne de départ de ces os qui ont été, on la voit mal hélas, qui ont été transportés à corps d'homme sur 60 km jusqu'à la côte pour être ensuite embarqués, vous voyez ici le bateau, à Berlin où elles arrivent dans un environnement, ces ossements scientifiques, où ils sont traités, préparés, et finalement, en 1937 est construit le premier dinosaure, le plus grand dinosaure du monde, qui se trouve donc à Berlin et qui, au début, était pris dans une mise en scène avec des drapeaux nazis, comme vous le voyez, puisque c'était la fin de ce projet de reconstruction du dinosaure originaire de l'actuelle Tanzanie, s'est faite en 1937. Il a fallu 15 ans pour le faire.
Ce qui touche ici, l'Allemagne touche évidemment aussi, et pareil, et pire, la France, l'Angleterre et d'autres pays européens. On en a de très grands et très explicites témoignages, notamment dans le livre de Michel Leiris, L'Afrique fantôme. Michel Leiris faisait partie de l'expédition célèbre Dakar-Djibouti, qui a permis au musée du Trocadéro de l'époque et au musée du Quai Branly aujourd'hui, qui en a hérité, de collectionner de nombreuses pièces très précieuses de toute l'Afrique par une traversée transversale. Michel Leiris, qui était alors jeune homme, écrit, on est en 1930, dans sa manière de collecter ces objets, notamment, et ce sont seulement quelques citations, il faut les lire pour y croire, je constate, donc il vient de voler, et il le dit lui-même, de piller un masque précieux, et il écrit, le 7 septembre 1931, dans l'Afrique fantôme, « Je constate avec une stupeur qui, un certain temps après seulement, se transforme en dégoût, qu'on se sent tout de même joliment sûr de soi face à des hommes noirs lorsqu'on est un blanc et qu'on tient un couteau dans sa main. » Autre citation extraite donc de ce témoignage d'un collectionneur, « On pille des nègres sous prétexte d'apprendre aux gens à les connaître et à les aimer. » Il est question parfois, dans cette mission Djibouti-Dakar, de transactions avec de l'argent, mais on voit bien que le rapport est tellement dissymétrique que la transaction, même si elle paraît légale, si elle peut paraître légale, est tout à fait dans une posture de racisme et de colonialité. Ces objets sont ensuite, 3000 objets au moins, exposés au musée du Trocadéro à Paris et sont aujourd'hui en partie exposés au musée du Quai Branly. Ça vaut aussi, bien sûr, pour l'Angleterre. Je vous épargne la lecture détaillée de ce texte de l'anthropologue Lynn Roth, qui décrit en 1901 l'expédition dite punitive menée en 1897, dont on a vu un extrait tout à l'heure fictif dans le film. Il explique ici que l'anthropologie a pour mission, puisque l'Europe est en train de détruire l'Afrique, de sauver ce qui peut être sauvé, non seulement pour récupérer ce que les Européens sont en train de détruire, mais aussi parce qu'en connaissant bien le terrain, on maîtrise mieux les populations et on sait aussi mieux comment les taxer pour les impôts. Là encore, une lecture instructive. Donc ce secret de famille, c'est quoi? C'est que nos musées, nos beaux musées, qui ont un rayonnement, qui ont une valeur de fécondation, qui ont permis à des générations d'artistes de se former, de s'épanouir, qui ont permis à des générations d'enfants comme moi d'être en contact avec la créativité humaine, avec la spiritualité, avec la beauté, que ces musées magnifiques ont une face d'ombre. Et que cette face d'ombre, il faut nous en parler. Et que si on ne nous en parle pas, comme ça a été le cas pendant 40 ans, on est, nous aussi, privés de notre mémoire. Et la question des restitutions, c'est peut-être une restitution de mémoire à certains pays qui ont été pillés, mais c'est une restitution de mémoire à nous-mêmes. De quoi sommes-nous faits, nous les Européens, quand nous savons que notre culture est basée sur de tels établissements? Je me permets de citer pour conclure cette deuxième courte partie le grand penseur Walter Benjamin, allemand, qui était ici en photographie dans les salles de lecture de la Bibliothèque nationale à Paris, où il avait trouvé refuge sous le Troisième Reich. Il écrit dans son célèbre essai sur l'histoire: « Il n'est pas de témoignage de culture qui ne soit en même temps un témoignage de barbarie. Cette barbarie, inhérente au bien culturel, affecte également le processus par lequel ils ont été transmis de main en main. Culture et barbarie, cela marche ensemble. Et quand on visite un musée aujourd'hui en Europe ou dans le monde, ces musées dits occidentaux, il faut réussir à penser à la fois les objets à l'endroit où ils sont, et je vous montre ici, hélas, avec l'éclairage difficile à voir, la célèbre, l'une des 3 statues célèbres du Bénin réclamées par le président Talon, donc le Guézo. Je suis en train, là, il y a quelques semaines, de regarder au musée du Quai Branly la salle consacrée au trésor du Bénin avec mon collègue Felwine Sarr. Et la veille, j'avais eu l'occasion d'être à Abomey et de voir dans le palais la présence de l'absence de ces objets. Il faut penser les deux ensemble. Il faut pouvoir penser la présence des objets d'Abomey à Paris quand on visite les musées d'Abomey ou le palais d'Abomey. Et il faut, quand on est à Paris, il faut savoir, il faut comprendre d'où ça vient et en tirer les conséquences qui peuvent être des conséquences de restitution
Et c'est le choix que le Bénin a fait de demander la restitution de ces œuvres. Peut-être que d'autres États auront d'autres choix, mais il faut penser ces choses ensemble, sinon nous sommes des handicapés de la mémoire. Alors, troisième partie, et pour finir, retour vers le futur. Qu'est-ce que ça veut dire? On a évoqué tout à l'heure, et beaucoup déjà, la figure de Mbo et cette année 1978 qui a été si importante pour l'histoire de l'UNESCO et pour l'histoire des restitutions. Quand on creuse un petit peu ce qui s'est passé dans ces années-là, quand on va aux archives, on est pratiquement effrayé, déprimé, ça a été mon cas, déprimé, de constater qu'en 1978, non seulement le sujet était présenté aux informations le soir, mais qu'il était si populaire et si proche que tout a déjà été dit. Vous voyez ici donc des éléments d'archives qui nous montrent, des revues qui nous montrent que l'UNESCO a fait un travail considérable et qu'on était à 2 doigts de restitution, et même en 1981 a été nommée une mission pour s'occuper spécialement de l'Afrique, c'est-à-dire en fait la même mission que Felwine Sarr et moi sommes en train de mener actuellement. Quelle déprime! Pourquoi 40 ans après, il faut tout recommencer? Alors c'est une déprime heureuse, allons-y, recommençons, mais je vous montre simplement une phrase du rapport que cette mission de 1981 avait livré. La mission donc qui s'occupe de l'Afrique en 1981 et 1982, dirigée par le directeur des musées de France, Pierre Cognam, estime qu'elle s'est réunie parce qu'elle pense que, bien compris et bien conduit, le retour des biens culturels, acte de solidarité autant que d'équité, doit contribuer non seulement à la reconstitution des patrimoines nationaux et à leur respect, mais, ce faisant, à la démonstration que ces patrimoines, en demeurant accessibles à tous, font aussi partie du patrimoine mondial. Les choses ont été dites il y a 40 ans, nous étions enfants, nous sommes adultes, nous sommes aux manettes, maintenant il faut y aller. Vous voyez que ce texte date de janvier 1981. Et même, l'UNESCO à cette époque a designé un formulaire tout prêt, une forme standard, un formulaire pour faire des demandes de restitution, formulaire qui existe encore. Alors je finis, et vous me pardonnerez, avec à nouveau Roger Gicquel et avec la conclusion de son reportage de juin 1978, il y a 40 ans, et il parlait à des millions de Français équipés d'un téléviseur. Je vous le soumets. En tout cas, si on veut préserver les identités culturelles, eh bien, il faut préserver ce patrimoine artistique et donc, quelquefois, le restituer. Il faut bien se plier à ça. Bonne soirée à tous, au nom de toute l'équipe du TF1. Dernier journal, Jacques Pousse, 23h30. Merci.